Accord de paix conclu finalement avec l'Iran après plus de 100 jours de conflit au Moyen-Orient. Maintenant, ce sera officialisé au cours de la semaine. Il reste des petits détails à fignoler. Georges Mercier est analyste doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Bonjour Georges. Bonjour Alexandre. Bon, alors, est-ce que c'est la fin des hostilités pour de bon dans ton esprit? Il y a une phrase de Winston Churchill où on dit « c'est pas la fin, c'est même pas le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du début ». Voilà. Et ça, c'est le scénario le plus optimiste, parce qu'il faut dire deux choses, puis vous me pardonnerez de jouer au rapace-joie ce matin. D'abord, c'est pas signé. Ensuite, c'est pas un accord de paix. C'est pas signé. On s'attend à une signature vendredi, ce qui est quand même dans 5 jours. Il y a une panoplie de choses qui peuvent se passer d'ici là. Deuxième élément, ce n'est pas un accord de paix, c'est un cessez-le-feu. En quelque sorte, c'est une mise de fonds pour des négociations qui éventuellement pourraient peut-être, si on est vraiment chanceux, mener à une paix plus durable. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui peut faire capoter ça? Plusieurs choses, deux principales. D'abord, le comportement des Israéliens. Est-ce que le régime de Benjamin Netanyahou va accepter cet accord-là qui appelle quand même, selon les Iraniens, à une cessation de toute hostilité au Liban? Israël voit ça comme sa prérogative à eux, de se protéger des attaques du Hezbollah au Liban. Est-ce qu'ils vont accepter ou non? Ou est-ce qu'ils pourraient relancer une offensive militaire pour faire capoter l'accord? On verra. Deuxième élément, comment est-ce que les éléments les plus extrémistes du régime à Téhéran qui ne voulaient pas faire de concessions aux Américains vont réagir? Est-ce que les gens qui ont négocié l'accord du côté des Iraniens vont être mis en danger ou contestés plus sévèrement? Déjà aujourd'hui, on a des journaux plus extrêmes en Iran qui publient des éditoriaux où on critique le fait d'avoir peut-être fait des concessions aux Américains. Parce que là, on se donne 60 jours pour en arriver à un accord définitif. Là-dessus, il y a la question du nucléaire. Encore une fois, si on n'inclut pas le nucléaire dans cet accord-là, on revient pratiquement à la case départ. On aura paralysé, on aura amputé l'économie mondiale du détroit d'Ormuz, qui était comme un passage stratégique où il y avait à peu près 20% du pétrole dans le monde qui y transitait. Mais si le nucléaire n'est pas là, on va se dire tout ça pour ça, Georges? Non seulement ça, mais 60 jours, c'est très peu lorsqu'on sait que l'accord d'Obama avait pris 20 mois à être négocié et ça avait pris plusieurs années pour amener les Iraniens à la table de négociation éventuellement. Donc, s'il n'y a pas de vraie résolution de la question nucléaire, on va se demander effectivement tout ça pour ça. D'autant plus que ça, Donald Trump ne le reconnaît pas. Les Iraniens s'étaient déjà engagés sur papier à ne pas chercher d'armes nucléaires. Et si on va être encore plus mesquin par rapport au succès de l'entreprise américaine, au 27 février, on avait une théocratie en Iran qui réprimait sa population, qui se dirigeait tranquillement pas vite vers une arme nucléaire. Aujourd'hui, on a encore une théocratie en Iran qui réprime sa population, qui se dirige tranquillement pas vite vers une arme nucléaire. Ce qui est assez ahurissant, c'est qu'on est entré en guerre pour, on ne l'a pas dit comme ça, mais c'est un peu ce qu'on voulait faire, changer le régime et abolir pour de bon les ambitions nucléaires. Et là, on s'est contenté finalement de réouvrir le détroit de Hormuz. Oui. Mais pas immédiatement. C'est-à-dire que je voyais le message de Trump hier qui disait « Hormuz est ouvert, sautez dans vos bateaux », je le paraphrase, là, mais embarquez dans vos navires, allez-y, c'est parfait, le pétrole va couler à flot. Or, il est miné, le détroit d'Hormuz. Justement, il va y avoir une opération très délicate à faire dans les prochains jours. Et là, je regarde du coin de l'œil les transactions d'avant ouverture de marché à la Bourse de New York. Visiblement, les trois principaux indices pour l'instant, là, c'est dans le vert, je vous dirais, de 0,80% à 2%, là, pour le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq. Visiblement, les investisseurs accueillent quand même favorablement cette nouvelle-là. Mais ça, c'est pas surprenant parce que durant tout le conflit, dès lors qu'on avait un peu d'espoir que ça se règle, la bourse réagissait bien. Au niveau du détroit de Hormuz, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est bien beau qu'il soit ouvert. Encore faut-il que les compagnies qui assurent ces navires-là jugent que le risque est suffisamment bas pour recommencer à les assurer à un tarif raisonnable. Et ça, on ne le sait pas encore. D'ailleurs, on notera qu'hier, Donald Trump, oui, il dit aux navires, lancez vos moteurs, partez à la conquête des mers. Mais tout de suite après, il nous dit, attendez, ça va être à partir de vendredi, si et seulement si les Iraniens ont bien déminé. Donc, il y a tellement d'inconnus que c'est difficile d'être optimiste en ce moment. Chose certaine, puis on va en parler, Donald Trump arrive au G7 avec un bon argument de vente à ses collègues. Mais juste avant, il y avait son party de fête. Ouais. Il y avait son party de fête à la Maison-Blanche, où on le voyait... Le parallèle que je faisais, c'est tel un empereur romain, là, se présenter dans le Colisée, au balcon, très fier de son coup, parce qu'il aura eu son accord, même si c'est pas un accord de paix comme tel, mais il aura eu son accord comme cadeau d'anniversaire. Puis là, tu le vois défiler, puis là, il se pavane, puis il était fier de son coup.
quelles sont les réflexions, Georges, que tu as eues quand tu as vu un peu cette scène-là? Le fait de construire un octogone, une espèce de scène aussi au-dessus, tu sais, qui planait pratiquement, qui faisait de l'ombre sur la Maison-Blanche. On a quand même tenu un gala de combat d'arts martiaux mix dans la cour de la Maison-Blanche. Ça donne quoi comme image? C'est une première dans l'histoire des États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est le décalage entre l'image de puissance, de confiance, de force qu'il voulait projeter. Voici ma préférence sportive, voici ma vision de l'Amérique. Je vous l'impose, vous ne pouvez pas vous y opposer. Alors qu'au même moment, on a un président qui va plutôt mal en politique intérieure aux États-Unis, qui va plutôt mal sur la scène internationale si cet accord-là ne se concrétise pas. Donald Trump vit un peu dans une réalité parallèle et hier, c'était cette réalité parallèle-là qui était étalée au grand jour pour tout le monde. Bon, tu faisais référence au G7. Ça commence aujourd'hui à Évian. Trump y sera aussi. Quelle sera l'ambiance dans ton esprit? Puis est-ce qu'il voulait pas aussi, le président Trump, arriver à Évian et dire, regardez, là, hein? J'ai réussi mon coup, j'ai signé l'accord. Avez-vous ça? Hein? Regarde, j'ai mis fin à une autre guerre. Mais voilà, mais Donald Trump a aussi tendance à confondre un cessez-le-feu avec un accord de paix. C'était la même chose qui s'était produit lorsqu'il y a eu un conflit entre l'Inde et le Pakistan. Dans sa tête, à lui, si les fusils cessent de tirer, nous avons la paix. Et ça, les autres leaders qui sont présents au G7 comprennent que ce n'est pas le cas. Et là, la question, c'est quelle attitude on va adopter envers lui. Est-ce que ça va être l'attitude de la première année de son retour à la présidence où on est très, très, très déférent? On se plie à peu près à quatre pattes pour lui plaire et pour ne pas causer de crise. Ou au contraire, on va avoir l'attitude qui est celle de cette année où on tente tant bien que mal de faire preuve d'indépendance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les leaders de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon ne sont pas du tout heureux de cette guerre en Iran-là pour laquelle ils n'avaient pas été consultés et dont ils ont à souffrir les contre-coups. Mais ils l'ont pas suivi d'ailleurs dans cette guerre-là. Ils n'ont pas été consultés. Non seulement n'ont pas été consultés, mais après ça, quand Trump a dit, pouvez-vous venir m'aider à ouvrir Hormuz, s'il vous plaît? Ben, le président Macron a dit on va envoyer des opérations de déminage après les hostilités. Et ça, c'est une des grandes inconnues du G7 qui commence. Est-ce que ces leaders-là vont accepter d'aider les Américains à maintenir la paix s'il y a une paix? Un élément intéressant, c'était une déclaration commune hier de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne qui disait « Nous sommes prêts à lever les sanctions primaires contre l'Iran s'il s'engage à bel et bien se dénucléariser ou à ne pas chercher la bombe. » Si on voit ça, c'est qu'il y a un retour d'une coopération entre les États-Unis et ces pays-là, ce qui pourrait être un bon signe parce qu'on aurait affaire à une entreprise collaborative, collective, plutôt que simplement l'Amérique seule. Bon, et on a quand même nos intérêts à cœur, même si ça se passe en France. Ce sera intéressant de surveiller la relation entre le président américain, Mark Carney. Est-ce que ce sera chaleureux? Mark Carney, je le voyais en fin de semaine, il a même un peu imité là, le Donald là, quand il racontait une anecdote quand Trump lui a donné les clés de la Maison-Blanche. Puis bon, Mark Carney, c'est pas un imitateur hyper doué, mais quand même, là, est-ce que ce sera chaleureux entre les deux? C'est un défi pour Mark Carney, parce que rappelons que c'était le même Mark Carney qui, à Davos, avait fait un discours qui avait beaucoup mis en colère Donald Trump. Est-ce que Mark Carney va rejouer la carte de Davos à Évian-les-Bains en France, ou au contraire, il va jouer la carte du Carney qui va dans le bureau ovale et qui flatte le président dans le sens du poil? Au niveau de nos négociations commerciales, la performance de notre premier ministre sera peut-être déterminante au G7 cette semaine. Merci beaucoup, Georges.